Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau double quart d'heure éco, toujours avec Gilles Ravoux, maître de conf à Paris 8, Saint-Denis. Salut Gilles, toujours Bonjour Benjamin. dans les locaux de la Maison de l'Île-de-France, Oui. à la Cité internationale universitaire de Paris, avec cette nouvelle expo photo de Kader Benhamer, que je vous invite à découvrir. Ouais. Dans l'actu de cette semaine, difficile d'échapper aux conséquences de la guerre commerciale déclarée par Trump, avec une question quand même qui va nous occuper. Que va faire la Chine C'est ça. de ces produits qui ne trouvent plus preneur aux États-Unis? Vont-ils déferler sur le marché européen? C'est notre question. Et puis, comment expliquer la soudaine volte-face de Trump? Alors, au moment où on se parle, Oui. on en est à une première, une seconde. Non, mais enfin, bref. volte-face totale quand même. Est-ce qu'il ne faudrait pas regarder du côté de la dette américaine Oui. qui ne fait plus envie aux prêteurs? Est-ce que c'est pas ça qui finalement a Mais si. déclenché le revirement de Trump? Ouais. Dette américaine qui est absolument vertigineuse. Ouais, 30 000 milliards de dollars. C'est-à-dire, alors que nous, c'est 3300 en France. Ouais. Donc, vous imaginez le niveau. Donc, tu vas nous dépioter tout ça, et puis le courrier du cœur, et puis les quelques news insolites de notre cousin Gilles. Alors, on rentre dans le vif. Donald Trump donc, vient de déclencher une guerre commerciale sans précédent, ça vous le savez, en imposant des droits de douane qui sont de l'ordre de 125% pour la Chine. Donc, à ce niveau-là, on peut dire qu'ils sont punitifs. Oui. Quasiment. C'est ça. Ce que ça veut dire, qu'on comprenne bien, C'est comme s'ils interdisaient le marché européen, le marché américain, pardon, aux produits chinois. Quasiment. En tout cas, ce qui est décidé là, factuellement, c'est lorsqu'un produit chinois arrive débarquer du bateau dans un port américain, eh bien, effectivement, son prix est plus que doublé, instantanément. Au moment où le petit produit chinois pose son petit pied pour la première fois aux États-Unis, bim, il a pris x2. Et après, alors qu'est-ce qui se passe? L'importateur, les distributeurs ont des marges, ils peuvent les réduire. Ils peuvent décider d'arrêter d'importer certains produits, effectivement, si ça coûte trop cher, ou répercuter la hausse des prix sur le consommateur américain. Personne ne sait ce qui va se passer, on va voir. Donc voilà, on en est à ce stade-là. Donc la question qu'on se pose, c'est du coup, la Chine est face, si je comprends bien, de fait, à des surcapacités de production. Ouais, elle était déjà surtout, c'est ça le problème. Ah, ouais, d'accord. Ah oui. Elle était déjà en surcapacité. Oui, parce que elle la Chine, la Chine n'arrive pas, ou ne souhaite pas, ou ne peut pas, ou ne veut pas développer sa consommation intérieure. Pourquoi? Parce que le niveau des salaires est trop bas, parce qu'elle a orienté son économie sur les exportations. On en avait parlé la dernière fois. Il y a en gros deux sources de demande dans une économie. Soit les gens du pays consomment, c'est nous les Français. Ouais. Soit on vend aux étrangers. Ça, c'est le modèle allemand, et c'est encore plus le modèle chinois depuis des décennies. Et on espérait, beaucoup d'économistes espéraient qu'il y aurait un grand rééquilibrage de l'économie mondiale avec une plus grande demande intérieure en Chine, qui existe en partie. Il y a une vraie classe moyenne en Chine. Il y a des dizaines de millions de gens en Chine qui vivent beaucoup mieux que nous, les Européens. Il faut mesurer l'hallucinante hausse du niveau de vie en Chine, mais il ne reste pas moins que la Chine a aussi une volonté impériale de devenir la première économie du monde, de maîtriser un peu, comme voulait le faire Trump quand il avait été élu, on l'avait dit, et quand il était réélu, il avait dit qu'il veut tout faire, du pétrole jusqu'à l'intelligence artificielle. La Chine, elle le fait. Le fameux, j'ai déjà parlé ici, le fameux programme de la Chine 2025 qui a été lancé par la Chine en 2015. Vous pouvez regarder, il y avait 10 objectifs qui concernaient aussi bien les terres rares que les batteries, que l'industrie lourde, la chimie, la métallurgie et les fameuses voitures électriques. Et donc la Chine inonde le monde de voitures électriques avec une ambition explicite qui est d'anéantir ses concurrents européens et américains. C'est d'ailleurs ce qu'a très bien compris Donald Trump. Oui, ce qui est un calcul d'ailleurs assez curieux, dans la mesure où effectivement, ça anéantit totalement l'idée même de libre-échange. Oui, mais voilà, ce qu'il y a, c'est qu'il y a Si tant est qu'encore une fois, le libre-échange soit en soi un objectif. C'est ça. Mais après, il y a les livres pour enfants, qu'on appelle les manuels d'économie. Il y a les contes pour enfants, c'est ce qu'on appelle les discours des présidents de la République et de nos collègues sur les plateaux télé. Et puis, il y a la réalité économique qui a toujours été une guerre de puissance. La Chine a été humiliée par les pays européens, les pays occidentaux au XIXe siècle. Ils s'en rappellent. La Chine veut absolument conquérir le monde. Je rappelle que TikTok, par exemple, est une application qui a été conçue pour rendre débile la jeunesse occidentale. Ça marche très très bien. TikTok qui est interdit en Chine. De même que, par exemple, Google, est interdit en Chine. Google Maps, ça n'existe pas en Chine. Donc la Chine a une maîtrise incroyable de son économie, avec la surveillance sociale de la population, etc. Alors revenons justement sur ces fameux produits chinois qui vont peut-être donc plus trouver de débouchés sur le marché américain. La Chine est déjà très nettement excédentaire avec l'Union européenne, là aussi. J'ai 304 milliards d'euros en 2024 contre 100 milliards d'euros
10 ans plus tôt. Exactement. Donc, Elle est de plus en plus c'est excédentaire. ça. C'est même la première importatrice de biens en Europe. Donc, Oui. du coup, effectivement, est-ce que le marché européen va devenir le nouveau débouché? Enfin, le nouveau débouché, encore une fois, il n'est pas nouveau. Non. Mais voilà, Alors, ça ça a va. encore d'avantages ou pas? Est-ce qu'il y a un risque de déferlement? J'aime pas ce terme-là, mais tu vois, Mm. de déferlement des produits chinois sur le marché européen. Alors, c'est une question qui n'est pas nouvelle, puisqu'on se rappelle que l'année dernière, pour la première fois de son histoire, l'Union européenne a imposé des droits de douane très importants sur les véhicules électriques chinois, Ouais. suite aux appels répétés des constructeurs français et allemands qui disaient on va disparaître, et ils avaient raison. Donc là, c'est quand même un fait absolument majeur. L'Union européenne qui est bâtie sur le fait de pratiquer le libre-échange au sein de l'Union européenne comme avec le reste du monde, l'alerte industrielle était tellement grave que pour la première fois, l'Union européenne, donc la Commission européenne, qui gère pour nous nos relations commerciales avec... C'est une compétence exclusive d'ailleurs de la Commission européenne, de négocier les droits de douane. européenne, Absolument. qui signe les accords de libre-échange comme le Mercosur à la fin de l'année dernière. Pour la première fois, il y a eu donc différents droits de douane importants. Les droits de douane, par exemple, les plus élevés montent jusqu'à 35% sur les véhicules chinois. On se rappelle par exemple que ça concernait y compris des constructeurs entre guillemets français, que par exemple la fameuse Dacia Spring qui est faite en Chine est affectée par ces droits de douane aux frontières de l'Union européenne lorsqu'elle est importée vers le marché européen. Et donc là, aujourd'hui, cette décision de prendre, qui a été prise l'année dernière, d'infliger pour la première fois des droits de douane importants à un pays comme la Chine, était contestée en interne par différents pays européens, et notamment par l'Espagne, parce que l'Espagne souhaite en fait accueillir, dans la même logique que Trump, l'Espagne souhaite accueillir des usines chinoises sur son sol. Et donc, elle ne veut pas se fâcher avec les Chinois. Et il y en a déjà. Et donc là, nous sommes aujourd'hui donc le vendredi 11 avril, il est à peu près 10 heures du matin, et en ce moment même, le Premier ministre espagnol est dans l'avion pour la Chine, et il y a des négociations qui ont commencé hier entre l'Union européenne et la Chine pour revenir justement sur ces droits de douane infligés à la Chine. Donc face à Trump, une alliance très bizarre qui est en train de se construire entre l'Union européenne et la Chine. Donc l'idée, quelle serait... Quel est le calcul? Parce que je ne suis pas sûr de comprendre. Parce que tu étais en train d'expliquer à la fois que la Commission européenne est donc pour compétence exclusive de gérer les droits de douane, mais en même temps tu nous expliques que le Premier ministre espagnol est également aux côtés de la Commission européenne pour faire, si je comprends bien, pression pour finalement renoncer à ces droits de douane sur le cas des véhicules électriques, encore une fois, spécifiquement sur ce secteur-là. Ou les abaisser en tout cas. Ou les abaisser. Donc je ne comprends pas, il y a une contradiction. Non, il y a une conversation téléphonique entre le commissaire européen au commerce, dont j'ai oublié le nom comme tout le monde, et le ministre, disons, chinois du commerce. Et l'idée, donc quelle est l'idée? C'est de dire, voilà, c'est très bizarre, mais il y a eu plein d'interviews de Pascal Lamy, notre ami Pascal. L'ancien président de l'OMC. C'est ça. Dans les années 2000. L'ancien chef de cabinet. L'Organisation mondiale du commerce et l'ancien directeur de cabinet de Jacques Delors. À la Commission européenne. Et donc Pascal Lamy, qu'on avait un peu tous oublié, qui nous fait un grand retour médiatique et qui nous explique que face à la méchante Amérique, eh bien, l'Union européenne doit, comme il l'a raconté toute sa vie, poursuivre sa politique de libre-échange et donc se tourner vers ce qu'on appelle parfois le Sud global, donc c'est-à-dire aussi bien des pays comme l'Inde. Il y a des discussions très, très, très avancées entre l'Union européenne et l'Inde aujourd'hui, l'Afrique du Sud et donc la Chine. Et donc avec la Chine, quelle est l'idée? C'est de dire, la Chine, on baisserait les droits de douane sur les véhicules électriques, et en contrepartie, la Chine, en fait, accepterait en fait, d'augmenter ses prix. Donc c'est ça qui est assez drôle, c'est que les voitures électriques chinoises, les Chinois, en fait, sont tellement gentils, ces Chinois, ils accepteraient de nous vendre leurs voitures plus chères. Mais vraiment, quelle délicatesse, quel raffinement dans cette politique. Et donc, donc pour ne pas trop concurrencer les constructeurs européens, mais toujours avec cette idée, l'Union européenne persiste et insiste dans sa logique complètement folle du libre-échange et donc se tourne vers la Chine qui, encore une fois, a le projet explicite de détruire l'industrie européenne. Ah, et donc on est bien d'accord. Voilà. Bien sûr. Voilà. C'est ça. Pour toi, il y a un vrai risque, donc, si j'ai bien compris, de déferlement des produits chinois sur le marché européen. C'est ça qui est drôle. Avec cette obsession du libre-échange, du dogme du libre-échange de l'Union européenne. C'est ta fameuse marotte. En fait, ce qu'il y a, c'est que le raisonnement d'Ursula von der Leyen est hyper subtil. Trump, il est trop méchant. Le libre-échange, c'est bien. Et nous, on va faire du libre-échange. Je rappelle quand même ce simple fait qui devrait quand même être beaucoup plus connu par 2 fois. En 2017 et il y a 2 ans,
l'industrie chinoise a mis à terre l'industrie européenne des panneaux photovoltaïques. Si vous installez des panneaux aujourd'hui sur votre toit, ils sont chinois parce que la Chine a décidé, par un dumping, de détruire cette industrie. Elle l'a fait en 2017. Il y avait d'énormes usines qui avaient été construites en Allemagne, qui ont fait faillite. On a dit plus jamais ça. Elle l'a refait l'année dernière. Donc toi, tu ne Donc il n'y a aucun apprentissage du côté européen. Donc tu penses qu'il n'y aura aucune raison de penser qu'il y aura une riposte douanière de l'Union européenne face à cette surcapacité en tout cas, on n'en prend pas de la chemin. Chine. Et par rapport à tout ce que j'explique ici, il y a un site par exemple qui s'appelle Le Grand Continent. On trouve les discours de Xi Jinping traduits en polonais, en tchèque et aussi en français. Et vous verrez, voilà, je sais que pour toi c'est mieux, et vous verrez qu'il nous dit, on veut conquérir le monde, on veut détruire votre industrie. Il le dit. Je ne sais pas ce qu'il faut de plus pour que les dirigeants européens comprennent, mais bon. Voilà. Donc en tout cas, c'est bon parce que les choses sont dites au moins. Bah, oui. Elles sont dites par Xi, par l'ami Xi. Ouais, Xi, enfin, je sais pas comment est-ce qu'on dit. Xi Jinping. Oui, en tout cas, je ne sais pas si c'est un ami. La description... Ah si, c'est un ami. La description que tu en fais, en tout cas. Tu es un ami. Peut-être pas de Benjamin, mais de Gilles. Ah bah. La description que tu en fais est assez glaçante, mais on a l'impression qu'il y a une sorte de forme de candeur du coup de la part de l'Union européenne et à laquelle j'ai du mal à souscrire. On dit mais je sais bien. Non mais c'est ce que j'aime chez toi. Non mais après sérieusement, on retombe sur cette chose là aussi il va falloir comprendre un jour, c'est que l'Union européenne ça n'existe pas. C'est-à-dire que ce qui existe, c'est un marché. Mais dans l'Union européenne, il y a ce qu'on appelle des États. Et ces États, qui ont chacun leurs intérêts. Voilà, et malheureusement, tant qu'on a ce mécanisme très compliqué de gouvernance qu'on appelle la démocratie, il se trouve que ces États, ils ont tous des électeurs nationaux. Et que ces États, ils sont en concurrence pour attirer les investissements chinois. C'est tout. D'accord, mais comme la compétence exclusive de la Commission européenne, tu l'as dit toi-même, et de gérer les droits de douane, en effet, ils arrivent justement, il y a une riposte collective et non pas individuelle. Au contraire, l'Union européenne semble protégée d'une riposte à géométrie variable selon les États. Donc c'est ça que je trouve totalement contradictoire. Non, parce que sur imagine s'il n'y avait pas l'Union européenne, chaque État irait en effet négocier ses droits de douane avec la Chine. Mais comme ils ne peuvent pas négocier des droits de douane, ils négocient autre chose, des accès au marché, des subventions. L'Union européenne n'a pas supprimé les États. Et les États, encore une fois, les dirigeants, ce qu'ils aiment bien, c'est être élus, être réélus. Voilà. Et donc, ils cherchent d'abord à satisfaire leur électorat. Et donc, effectivement, tu as raison, il y a une contradiction entre les besoins des dirigeants nationaux et ce que décide l'Union européenne. Mais Ursula von der Leyen, elle n'est pas élue par des citoyens. Elle peut faire un peu n'importe quoi. Son boulot dépend de ce qui se passe au Parlement européen. Et ben, le Premier ministre espagnol, lui, son avenir dépend de ce qui se passe en Espagne. Voilà. C'est dit. On passe au revirement spectaculaire, le nouveau revirement, on va dire. Épisode 28, Donald Trump. Alors, comment expliquer ce soudain revirement, donc cet énième revirement? Et alors, ici, c'était du côté de la dette américaine qu'il fallait tourner nos regards. Puisque cette semaine, alors encore une fois, on est le 11 avril, les taux d'intérêt de la dette souveraine américaine se sont brutalement envolés jusqu'à 4,9% à 10 ans contre 4,26% la veille. Et même vendredi dernier, c'était 4% avant de remonter légèrement. Donc, cette poussée de fièvre, chez les économistes, on dit que c'est un signal d'alarme. Avant de vous savoir si c'est vraiment un signal d'alarme et de quoi, on va se poser. Je voudrais savoir de quoi on parle exactement quand on parle de dette américaine, de dette souveraine. D'abord, le montant, 2, qui la détient et pourquoi c'est devenu le sujet des économistes actuellement. On reprend les trucs depuis le début. Le film des derniers jours, effectivement, qui est complètement dingue, qui fait qu'on est tous épuisés, nous, les gens qui essayons de comprendre ce qui se passe. Donald Trump, le 2 avril, et donc on sait qu'il ne l'a pas fait le 1er avril parce qu'il ne voulait pas que ça soit pris pour un poisson d'avril. Donc ça c'est vrai, ça ou pas? Je suis très sérieux. C'est vrai? Ouais, tout à fait. Okay. Il y a plein d'annonces gouvernementales comme ça qui sont faites le 2 avril et pas le 1er à cause de ça. Donc le 2 avril, il avait appelé ça le jour de la libération. Et donc c'est le fameux jour, il augmente très fortement les droits de douane. Ensuite, donc je crois que c'était hier ou avant-hier, donc là mercredi, je crois que c'était mercredi, le 9 avril, effectivement, on passe les détails, il revient très fortement sur les droits de douane qu'il avait annoncés. Alors là, 3 chiffres quand même. Avant le 2 avril, ce qu'il faut savoir, c'est que la mondialisation est en place depuis longtemps.
les droits de douane moyens, si on faisait vraiment la moyenne sur l'ensemble des produits importés aux États-Unis, c'était de l'ordre de 2%. Oui, De donc 2%. dérisoire. C'est le même ordre de grandeur dans l'Union européenne. Il faut bien que les gens comprennent que les droits de douane, en gros, ça n'existe plus. D'accord ? C'est-à-dire qu'encore une fois, pour revenir sur mon obsession, un produit chinois qui arrive dans un port français, il est moins taxé, si vous voulez, que quand vous allez ensuite payer 20% de TVA sur ce même bien. Vous voyez, il y a 2% de droits de douane auxquels s'ajoutent les 20% de TVA, mais vous voyez que le droit de douane, c'est zéro dans le prix final. Ouais, Première chose. Suite à la première annonce de Trump, les droits de douane moyens aux États-Unis étaient montés à 30%. D'accord. Donc c'est complètement dingue. Suite à son revirement, il reste à 25%. D'accord. Donc les États-Unis sont passés de en gros 2% à 25% de droits de douane. Donc, certes, il y a revirement de Trump, mais les États-Unis aujourd'hui ont des droits de douane très élevés. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, dans les nombreuses motivations de Donald Trump pour faire ses droits de douane, il avait parlé, alors non pas de la dette publique, mais de l'impôt sur le revenu. Donc Trump, c'était de dire, moi je n'aime pas l'impôt sur le revenu parce qu'on prend de l'argent à des gens qui sont très très riches et ça lui fait toujours un peu de la peine au cœur de payer de l'impôt sur le revenu. Donc moi, Donald Trump, je vais supprimer l'impôt sur le revenu. Il l'a dit plusieurs fois. Je vais revenir à la situation des États-Unis du début du XXe siècle, avant la création de l'impôt sur le revenu, qui aux États-Unis comme en France est une conséquence de la Première Guerre mondiale, puisque dans les deux pays, les discussions sur l'impôt sur le revenu commencent en 1913. Donc, il veut revenir à ce monde mythique d'un État minimal. Un âge d'or. Voilà, un âge d'or, un État minimal où il n'y a pas d'impôt sur le revenu. Donc, compenser ces pertes de recettes fiscales sur l'impôt sur le revenu par les droits de douane. Par les droits de douane, c'est ça. Et la dernière pièce du puzzle, c'est le dollar. C'est-à-dire qu'on a cette situation totalement unique et que c'est difficile à comprendre à quel point elle est unique. C'est que les États-Unis, comme tous les pays, mais ils produisent à zéro coût un truc dingue qui s'appelle le dollar. Ils peuvent en imprimer tant qu'ils veulent. C'est la monnaie référence. La monnaie référence du monde. C'est la monnaie de transaction. C'est la monnaie de transaction. On sait par exemple qu'il y a la grande majorité des matières premières sont cotées en dollars alors qu'elles n'ont rien à voir géographiquement aux États-Unis. Le pétrole est coté en dollars. Ça, c'est posé. Et donc, ce qui se passe, c'est que, en fait, il y a le privilège dingue, c'est la fameuse expression de Valéry Giscard d'Estaing, le privilège exorbitant du dollar, c'est que les Américains, en fait, sont une société de consommation qui consomme ce qui est produit ailleurs dans le monde et en échange, ils nous filent des dollars. Et donc, c'est trop facile, en fait. Et donc, c'est ça qui est fou. Et tout le monde est d'accord. Alors, pourquoi tout le monde est d'accord ? Parce que comme tout le monde a du dollar, eh ben, tout le monde veut avoir du dollar. C'est-à-dire que les Français veulent avoir du dollar, la Banque de France a des dollars dans ses caisses, la Banque centrale allemande a des dollars dans ses caisses, les Chinois ont des réserves en dollars faramineuses, tout le monde a du dollar. Et donc, ces gens-là, ils veulent que le dollar garde sa valeur. Et la préoccupation des présidents américains, c'est toujours de faire en sorte que le dollar garde sa valeur. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que Trump a fait tellement n'importe quoi. Il y a eu ce krach boursier très important aux États-Unis suite à ces demandes parce qu'on s'est dit les profits des entreprises américaines vont s'effondrer. Le Boeing, par exemple. Boeing, vous savez que quand tu prends ton petit Boeing pour aller aux Seychelles, par exemple, Benjamin, eh bien, le moteur est français, c'est Safran. Ouais. Les pneus sont français, c'est Michelin. L'informatique embarquée, c'est Thales. Et donc, Boeing, maintenant, va être pénalisé par les droits de douane américains. Donc, les profits de Boeing vont s'effondrer. Donc, les actions Boeing se cassent la gueule. C'est encore pire pour tout le secteur de la tech. Apple fait tout en Chine. Donc, Apple, qui est américain, est pénalisé par les droits de douane américains. Donc, alors, parce que tout ça, ça va être. Tu pars très très loin pour. Non, mais on arrive tout à fait au raisonnement. Comme les profits des entreprises américaines vont se casser la gueule, la bourse l'anticipe et donc la bourse se casse la gueule. D'accord. Et donc, comme la bourse se casse la gueule et que Trump fait n'importe quoi, les gens s'inquiètent vraiment sur le niveau futur du dollar. Or, les obligations américaines la dette américaine est exprimée en dollars. D'accord. Donc, si toi, tu es détenteur, tu es la Chine, tu as de la dette américaine en dollars. Et donc, en fait, comment te rapporte de l'argent, cette dette américaine ? Eh bien, tu vas recevoir des dollars, tu vas recevoir des taux d'intérêt sur le dollar. Mais là, le dollar a commencé à bien se casser la gueule face au franc suisse, par exemple. Le dollar a commencé à se casser la gueule face à l'ensemble des monnaies du monde. Et donc, cette possible crise financière sur le dollar a poussé à la hausse les taux d'intérêt sur la dette américaine. Les taux sur la dette américaine ont commencé à monter, comme s'il fallait des taux d'intérêt plus élevés pour séduire tout à fait. les prêteurs. C'est la conséquence de ça. Et donc, il y a des trucs Pourquoi ? rigolos. Parce que du coup, les prêteurs commencent à s'inquiéter de l'économie, de l'état économique, de la valeur de la monnaie. De tout. Et ça, c'est qu'en fait, tu as un triple truc. Je suis un investisseur, moi, ce que j'aime, c'est la sécurité. D'accord ?
J'achète de la dette américaine parce que ce qu'on dit en économie, c'est que la dette américaine est l'actif le plus sûr du monde. Le plus sûr du monde. Donc, si j'achète de la dette américaine, je sais Ouais. que je Voilà. récupérerai à la fois des intérêts, et puis C'est ça. le montant que j'ai investi Voilà. me sera remboursé. C'est Enfin, je le récupérerai. Ouais. Mais là, en 3 jours à peine, il y a le mouvement de hausse sur les taux à 30 ans a eu lieu. Et j'ai lu que ça avait du jamais vu depuis 82. C'est-à-dire il y a une vraie défiance des marchés à l'égard de la dette publique américaine. Mais c'est ça qui a convaincu Donald Trump de changer. Parce que pourquoi tu achètes de la dette américaine? Et pourquoi? Pourquoi tu achètes, toi, de la dette américaine? Premier truc, parce que c'est les États-Unis. Parce que c'est la première puissance économique du monde. Mais là, tu te dis, Trump, il est en train de détruire l'économie américaine. Donc, du coup, première inquiétude. Deuxième inquiétude. Deuxième raison. Donc, du coup, je ne vais jamais récupérer ma mise. Voilà, inquiétude. Deuxième raison pour laquelle tu achètes de la dette américaine, elle est exprimée en dollars. Et le dollar, voilà, c'est la monnaie une valeur de réserve. sûre. Mais là, le dollar se casse la gueule. Troisième raison pour laquelle tu as de la dette américaine, c'est la finance américaine. Et là, tu as un krach boursier. Donc, en fait, toutes les raisons pour lesquelles les gens achètent de la dette américaine, toutes ces raisons s'effondrent. Et il y a un marché mondial de la dette. Donc, les investisseurs ont revendu de la dette américaine pour acheter d'autres dettes de différents pays. Et donc là, on a rigolé sur X, comme on aime faire nous autres, les économistes. C'est qu'on a vu, par exemple, que la dette grecque à 30 ans, voilà, et maintenant est devenue plus sûre que la dette américaine à 30 ans. Et donc les gens disent, la Grèce est le nouvel actif le plus sûr du monde. Donc, voilà, donc on rigole. Mais donc on retombe sur ce truc qu'il y a une masse en fait de dette publique américaine qui gêne Donald Trump et qui est effectivement le facteur déclenchant de sa volte-face sur les droits de douane. On le rappelle, hein, c'est une trentaine de 30 000 milliards de dollars à la dette américaine, c'est considérable. Elle est détenue à 30% par des investisseurs du continent asiatique, je crois Chine et Japon en tête. Est-ce que la Chine, par mesure de rétorsion à l'égard des droits de douane, a vendu justement de la dette publique américaine? On ne sait pas. Et est-ce qu'elle se détourne pour faire pression en fait? Non, alors moi je ne pense pas, parce que la Chine, en fait, la situation économique lui est tellement favorable, et encore une fois, Trump fait n'importe quoi. Mais son diagnostic premier, il est entièrement juste. En 2016, Trump est porté au pouvoir par les régions des États-Unis qui le souffrent le plus des importations chinoises. De la mondialisation. De la mondialisation chinoise. En fait, la gigantesque erreur des Américains, c'est de faire rentrer en 2001 la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce, de lui ouvrir tous les marchés du monde. À l'époque, George Bush dit, la Chine va s'ouvrir au commerce, la Chine va s'enrichir, elle va devenir une démocratie pacifique. Et donc, c'est la erreur géopolitique des Américains. Ils pensaient exporter la démocratie en Chine, et c'est l'inverse qui se passe. La Chine, en fait, exporte son modèle totalitaire, puisque Trump, c'est un modèle totalitaire. Donc, c'est un échec absolument total de la géopolitique américaine, de la naïveté du commerce qui doit amener la démocratie. On voit que c'est absolument faux. Et donc, pour répondre à ta question, la Chine n'a aucun intérêt à mener aucune guerre contre quiconque. Le système économique mondial de libre-échange lui profite jour après jour. Donc, elle a intérêt à la stabilité. Elle a des acheteurs du côté américain. Voilà. Elle cherche maintenant des acheteurs du côté, ça reboucle avec le sujet précédent, mais des acheteurs du côté européen. Elle vend à qui elle veut, comme elle veut. Et surtout, il va bien falloir comprendre que la Chine est en avance dans tous les domaines du monde. Oui. Elle est juste meilleure que tout le monde dans tout. Le libre-échange n'est pas forcément un modèle économique qui l'intéresse. La Chine, elle peut parfaitement poursuivre sur cette lancée. Surtout qu'elle profite du fait que les marchés extérieurs lui restent ouverts et qu'elle, elle protège son marché intérieur. C'est ça qui est quand même extraordinaire. Oui. Oui. Bon. C'est ça. Voilà. Bien. Merci, Docteur Suicide. On va pas se quitter sans... Alors, on va encore parler de Chine. Oui. C'est fascinant, hein, puisqu'on va pas... C'est une émission spéciale. Voilà. La semaine prochaine, on sera en chinois, les amis. On va parler du courrier du cœur et avec tout 32 qui nous dit, voilà, pour boucler avec quelques épisodes précédents, Vancorex est une entreprise électro-intensive. Et on a eu enfin le jugement du tribunal de commerce de Lyon sur la suite de Vancorex. On en a beaucoup parlé, juste en quelques mots. Rappelle-nous de quoi il s'agit, de quelle entreprise il s'agit et pourquoi on s'y est intéressé. C'est une entreprise du plateau chimique de la région Grenoble, Iséroise, etc., qui fait des sels de très haute qualité qui sont utilisés notamment
dans les sous-marins nucléaires français et aussi dans les réacteurs nucléaires français. Enfin, c'est absolument stratégique pour l'industrie de défense française. Ils ont subi le dumping la concurrence, le dumping d'une entreprise chinoise. Évidemment. Et donc là, ils vont faire faillite. Enfin, ils étaient en train de faire faillite. Il y a une proposition de reprise qui avait été faite par la CGT, mais évidemment, la CGT n'a pas d'argent. Ça se saurait si elle en avait. Et donc là, Vancorex va être repris par Chinois. Son concurrent chinois qui l'a poussé à la faillite. C'est absolument magnifique. Mais l'histoire est presque invraisemblable. Ça mériterait de faire un tout petit peu plus la une. Et donc, Vancorex, où il y a 450 salariés aujourd'hui. C'est là où je voulais en venir, les conséquences sociales. Et donc, les Chinois vont en garder 50. Ils sont sympas. D'accord. Et donc, bon, c'est une catastrophe. La souveraineté, tout ça, l'industrie, la réindustrialisation chinoise. Je ne commenterai pas. Ça sert à rien. Les news tombées du camion, tu voulais parler de déficit et Gilles m'a dit. Les deux news tombées du camion, c'est le déficit et la pénurie de chèvre. On va pas développer, mais juste les chiffres sont tombés. Donc le commerce, et j'ai oublié de réviser, mais le commerce extérieur français qui enregistre un nouveau déficit record, donc tout va bien. Mais là, c'est bon. Et surtout beaucoup plus grave, effectivement, j'ai lu hier dans la presse économique qu'il y a une pénurie de fromage de chèvre. Mais les Chinois, ils ne sont pas responsables, rassure-moi. Non, mais faites des stocks. Si vous avez c'est le moment d'acheter, comme disait. Tu es en train de faire du délit d'initié, tu vois. Comme l'a tweeté Donald Trump, achetez du fromage de chèvre parce que ça va monter, les amis. C'était le conseil placement du jour. Merci beaucoup, Gilles. J'espère que vous avez passé un bon double quart d'heure. Meilleur que celui de Benjamin. Merci. Parce que là, il est en vrac. Il est en vrac. Il est détruit. Merci encore à la maison de l'Île-de-France. Tout à fait. Et venez découvrir l'exposition photographique. Et venez gambader dans cet endroit magnifique. Là, c'est hyper Absolument. Et donc à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.